Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Vidéo FAQ, deuxième ou troisième de la chaîne. Il va y avoir des coupures, c'est normal, je dois lire les questions. C'est parti. Alors pourquoi Akram Junior? Mon père s'appelait Akram, il m'a appelé Akram, donc moi je deviens Junior. Par exemple, sur la carte d'identité de mon fils, il y a écrit Akram Junior 2. C'est con, mais c'est comme ça. Comment j'arrive à gérer la jalousie et la méchanceté des gens? Alors pour la jalousie, je pense que c'est quelque chose qui fait malheureusement et heureusement avancer le monde. On a tous, qui conçoit, une part de jalousie en nous. C'est ce qui va nous aider à vouloir ce que l'autre a et à vraiment se bouger le cul pour y arriver. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont simplement jaloux, aigris, qui passent leur temps à envier les autres et qui veulent pas se bouger eux-mêmes le cul. Maintenant, pour la méchanceté des gens, comment je vais arriver à la gérer? Je pense qu'il y a deux types de méchanceté. Il y a la méchanceté gratuite, donc quelqu'un qui t'a jamais vu, à qui t'as jamais parlé, qui est simplement juste une espèce de jaloux, mais à un stade un peu plus élevé et qui a envie de te nuire d'une manière ou d'une autre. Généralement, un chien qui aboie ne mord pas. Donc ces gens-là font beaucoup de bruit, mais ils arrivent à rien. Parce que c'est des gens qui vont essayer de te ternir, ternir ton image, ternir tes actions, ternir l'image de ta famille, etc. Et généralement, bah, tu sais que c'est faux en fait. Donc du coup, tu réagis pas, tu laisses passer, et puis bah, après la personne s'épuise et passe à autre chose. Voilà. Maintenant, le deuxième type de méchanceté, je pense qu'il y a la méchanceté ciblée. C'est-à-dire que bah, dans une vie, tu sais pas qui t'a pu parler, comment t'as pu lui parler. Il y a des choses qui datent depuis 5, 6, 7, 10 ans, 20 ans, et la personne l'a pas oublié. On est des humains, ça nous arrive aussi de mal nous comporter avec des gens, ou de zapper des gens, ou d'être parfois paraître arrogant ou quoi que ce soit. Et du coup, la personne va avoir une dent contre toi parce qu'elle t'a parlé une fois il y a 47 ans et que tu l'as croisé devant une boîte et que tu l'as même pas calculé, quoi. Ça peut arriver. Ces gens-là, généralement, se manifestent pas trop, restent un peu dans l'ombre, mais une fois qu'ils écoutent ton prénom, ils entendent ton prénom ou ils écoutent ta voix, ils ont de l'urticaire. Il y en a comme ça. Comme moi, j'ai des gens que je peux pas me supporter, eux ne peuvent pas me supporter, c'est pas pour autant que je suis un connard et que eux le sont aussi. Voilà. Alors, ma plus grande fierté, je pense que malgré le niveau de vie que j'ai toujours eu, malgré l'enfance que j'ai passée, malgré l'adolescence que j'ai passée, je me suis jamais égaré dans la drogue. Alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui m'ont toujours dit ouais, tu prends de la coke, tu fais ci, tu fais ça. C'est amusant puisque au final, quand les gens ne savent plus sur quoi t'attaquer, bah, ils vont t'attaquer là-dessus, sur de l'imaginaire. Il n'y a aucune preuve. Le jour où tu me ramèneras quelqu'un qui m'a viscère devant mes yeux, là je fermerai ma gueule. Mais comme c'est pas le cas et ça ne sera jamais le cas, ce genre de truc là, j'en rigole limite, quoi. Après, c'est malheureux. Ça prouve que la personne a creusé sa tombe et qu'elle est arrivée en bas. Elle s'est dit, mais attends, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui inventer, tu vois? Et donc, du coup, c'est vraiment de ne pas être tombé dans la drogue. C'est vraiment de ne pas être tombé dans l'alcool. Alors, ça m'est déjà arrivé de boire, hein. Peut-être que mon dernier verre, c'était il y a 7-8 ans, un truc comme ça. Ma dernière vraie cuite, c'était il y a 7-8 ans d'ailleurs. C'est la dernière fois où j'ai bu de ma vie. J'étais pas un grand buveur du tout, mais voilà, ça m'arrivait de temps en temps de boire un tout petit peu, etc. Mais c'est pas quelque chose que j'ai continué à faire, et puis c'est quelque chose qu'aujourd'hui je n'ai absolument plus aucune envie ou quoi que ce soit. Mais ça, après, ça regarde que moi, pour les réseaux en tout cas. J'aurais pu très mal tourner puisque j'ai été entouré de beaucoup de personnes qui consommaient beaucoup de drogue. J'ai littéralement vu de mes yeux des saladiers remplis de C, et vraiment des trucs comme ça de ouf dans ma vie. J'ai déjà, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais j'ai déjà récupéré 2-3 copines à moi qui étaient en pleine overdose. Et dans ce cas-là, il faut gérer du mieux qu'on peut. Et on est entre le truc, est-ce que je vais appeler les pompiers? Est-ce que la meuf va être hospitalisée? Ses parents vont le savoir et dans ce cas-là, la meuf a plus de vie. Ou est-ce qu'on peut essayer de gérer jusqu'au maximum, et si on voit que ça part en couille, bah là on le fait. Et Dieu merci, c'est jamais allé jusqu'à ce point-là en fait. On a toujours su gérer sans devoir justement alerter la terre entière parce que la fille était complètement en train de partir ou quoi que ce soit. C'est vrai que dans ma jeunesse, ça m'arrivait 3-4 fois de voir des moments, des gens qui étaient très très attaqués par la drogue et qui, en plein milieu d'une soirée, boum, tu les voyais tomber, se mettre à trembler avec de la bave qui sortait, etc. Et généralement, ça te fait beaucoup de mal parce que c'est des gens que t'aimes beaucoup, à l'époque, hein, évidemment. C'est des gens que t'aimes beaucoup, c'est des gens que t'apprécies, c'est même parfois des gens avec lesquels t'as vécu. Et au final, quand tu ramasses une gamine, toi, t'as 20 ans et l'autre, elle a 18 balais, tout juste, hein, tu la portes comme ça, c'est une horreur, c'est des images que j'oublierai pas. Des filles qui ont fait des overdoses dans la douche, enfin, c'est des trucs, j'ai assisté quand même à des choses assez compliquées. Mais on a toujours réussi à gérer et voilà, moi,
ça m'a toujours en fait fait peur. En fait, ce monde-là m'a toujours fait peur, puisque j'ai quelque chose que je ne supporte pas, c'est vraiment de ne pas être maître de moi-même et de ma manière de penser, de mon corps ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que la drogue, ça a été vraiment quelque chose que j'ai fui pour en avoir vu les résultats, etc. Je parle beaucoup des femmes, mais je l'ai vraiment vu le plus sur les femmes parce que j'ai toujours été plus entouré de femmes que d'hommes dans ma vie, notamment dans mon adolescence et dans ma vie de jeune adulte. J'avais beaucoup plus de copines que je n'avais d'amis, de potes ou quoi que ce soit. Et le truc, c'est que j'ai vu des filles qui étaient physiquement très belles, avec des corps vraiment très jolis, et malheureusement se dégrader énormément à cause de la drogue pendant des années comme ça. Et vraiment, quand t'as 22, 23 ans, et en fait, tu sais que on t'appelle parce que ta pote elle est à l'hôpital et tu vas la voir et tu lui dis mais qu'est-ce que t'as fait? Et là, elle te dit j'ai pris de l'héroïne. Et à un moment donné, tu te dis là, il y a eu un vrai problème en fait. Tu vois, donc c'est un monde qui m'a toujours fait peur. Moi, personnellement, la seule drogue que j'ai essayé, c'était le shit. Je pense que ça a été une bénédiction pour moi puisque j'ai fait une espèce de bad trip et je suis resté pendant 6 heures sur un canapé comme ça, euh, à transpirer, à avoir les mâchoires qui se serrent, à vraiment être mal en fait. Et du coup, quand j'ai réussi un peu à me réveiller un peu et que le malaise est passé, je me suis dit plus jamais en fait. Une seule fois, ça m'a servi de leçon et là-dessus, je suis super content de ne pas être tombé là-dedans parce que c'est un gouffre à fric et à santé et à affiche monumentale quoi. Mes plus grandes déceptions maintenant, je pense que c'est réellement d'avoir, et ça c'est le problème de ma vie, d'avoir vraiment perdu du temps, de l'amour, des sentiments, de l'argent parfois, avec des gens qui n'en valaient absolument pas la peine. Bon, après, je pense que c'est humain, je pense qu'on s'est tous trompés sur le dos des gens, sur le compte des gens. Il y a même sûrement des gens qui ont beaucoup misé sur moi à un moment donné, et puis je les ai déçus. Et je pense qu'au fond de nous, soit on a envie, soit on n'a pas envie. Et moi, c'est vrai que je suis quelqu'un, alors qui vit pas dans le passé, mais je suis quelqu'un de très nostalgique en général, et de me dire putain, j'ai passé des années avec cette personne-là, et au final, aujourd'hui, elle en a plus rien à foutre. J'ai fait ça pour elle, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Au final, toi, tu es là, t'as pas avancé et tu as fait avancer la personne et toi, tu es resté statique, quoi. Ça, je pense que c'est l'histoire de ma vie. Ce machin va me poursuivre toute ma vie. Je donne trop aux gens et puis au final, on me rend absolument rien. Alors, je demande rien, tu vois. Mais je sais pas, parfois, j'ai l'impression qu'en fait, on est invisible, quoi. On fait des trucs pour les gens, puis allez, au revoir, tu peux y aller maintenant. Puis écoute, tu me rends de la monnaie, quelque chose? Non, tu as même pas une dent? Non, ça, c'est l'histoire de ma vie, malheureusement. La voiture qui m'a omnibulé quand j'étais jeune, je pense que j'étais tout de suite très attiré par tout ce qui était Rolls-Royce et Bentley, notamment les Bentley Turbo Air, les Rolls Silver Spirit et les Rolls Corniche. Voilà, c'est vraiment des voitures qui, quand j'étais jeune, je regardais que ça, j'étais complètement fou de ces voitures-là. Ça s'est un peu calmé aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, à 33 ans, si j'en ai une devant moi, je vais vraiment kiffer la regarder. La conduire aussi, maintenant en posséder une pour tous les jours, m'amuser à changer euh, les circuits hydrauliques, les machins, les problèmes, franchement flemme, tu vois. Mais ça reste quand même des très beaux souvenirs et voilà. La voiture qui m'a le plus marqué, alors je pense que c'est quand j'ai reçu la Bugatti Veyron bleue. J'en parle tout le temps jusqu'à en avoir le dégoût en fait. Vous m'en parlez tout le temps jusqu'à m'en dégoûter d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est symbolique. C'est vrai que quand tu arrives à une Veyron, tu regardes la voiture, tu te dis bon c'est cool, j'ai 1 million d'euros devant moi. Qu'est-ce que je peux faire de plus, tu vois? Et au final, faut pas réagir comme ça. J'ai réagi comme ça au moment où j'ai eu cette voiture-là. Et au final, c'est pas la voiture qui m'a rendu le plus heureux et c'est pas la voiture avec laquelle j'ai plus de souvenirs. La voiture qui m'a rendu le plus heureux quand je l'ai reçue, c'est celle que vous verrez pendant la finale. Est-ce que je me sers des jeux vidéo pour avoir des idées de customisation sur mes voitures? La réponse c'est non. On m'a souvent posé cette question. Je ne me sers absolument pas des jeux vidéo pour savoir quel projet je vais faire sur une de mes voitures. Quand je fais un projet sur une voiture, généralement, je vais jamais plus que le stage 2, quoi. À part le M3, qui lui va avoir vraiment un vrai stage 3, entre guillemets, puisqu'on en est jusqu'à la modification des turbos, etc. Donc on a passé un cran. Maintenant, ça reste tout à fait raisonnable. C'est des moteurs qui vont rester d'origine, sans être forgés, etc. Rappelez-vous, la Nissan GT-R, avant que je la vende, c'était une voiture qui était en stage 2 parce que elle avait des admissions, parce qu'elle avait des bougies, parce qu'elle avait des pompes, etc. Mais généralement, je vais le faire sur le moment. C'est-à-dire que je ne vais pas m'inspirer des autres ou quoi que ce soit, mais je reste quand même très classique. Le M3, il est tout noir, c'est un gros bloc, le X6 derrière moi aussi.
C'est des voitures sur lesquelles je vais être assez discret sur les préparations. Vous m'avez jamais vu avec des voitures de couleur folle, à part les Abarth qui étaient jaunes ou rouges, mais sinon, ou la Targa qui est verte. Mais généralement, quand je me lance dans quelque chose, je suis toujours sobre et mesuré, en fait, tout simplement. Mon pire souvenir, tout cumulé, je pense que tout cumulé. Je pense que c'est très étrange ce que je vais vous dire. Mais j'ai déjà vécu une semaine où rien n'est allé, en fait. J'ai déjà vécu il y a quelques années une semaine complète où en fait tout a commencé à dégringoler avec la mort d'un proche et ensuite beaucoup de problèmes, que ça soit juridique, que ça soit financier, que ça soit ce que vous voulez. Et j'ai vécu cette semaine-là vraiment où quand tu sors de cette semaine-là, t'as un genou à terre et tu te dis mais putain, mais qu'est-ce que je viens de vivre, quoi. C'est un renard, ça? C'est pas possible. Ah non, c'est un chat. Et j'ai vécu cette semaine-là en me disant mais à quel moment en fait ça va s'arrêter. Après il y a des choses très personnelles, d'ailleurs les gens ne me croiraient pas. Et parce que malheureusement pour la majorité d'entre vous les amis, vous pensez qu'en fait quand on a de l'argent et quand on a un bon moyen, on a des bons moyens financiers, etc., bah, il nous arrive jamais rien et on est protégé de toutes parts. Au contraire, il y a une phrase de quelqu'un qui a dit 1 euro un problème, 1 million d'euros un million de problèmes. Et j'ai vécu ces moments-là comme une catastrophe. Mais vous savez, rien ne dure jamais en fait au final. Donc tu avances, tu dis bon, je vais me réveiller demain, qu'est-ce que ça va être? Alors parfois tu te faisais réveiller, hein, c'est très bien. Mais voilà, c'est quelque chose que dont j'ai un souvenir très amer. Mais les erreurs et les choses dans la vie qui vont t'arriver, c'est généralement, moi je les prends comme une leçon. C'est-à-dire que je ne me laisse personnellement jamais abattre par quelque chose qui va m'arriver. Au contraire, je vais le prendre comme une leçon et je vais me dire, bah là j'ai vécu ça, ok, maintenant qu'est-ce que je peux en tirer, tu vois. Et je vais commencer vraiment à réfléchir comment ça n'arrive, faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Et généralement, ça va, je m'en sors assez bien. Mais c'est vrai que j'ai déjà vécu des moments dans ma vie. Je peux pas vous dire de pires souvenirs comme ça, mais c'est vrai que cette semaine que j'ai vécue il y a quelques années, elle était très grave. Ouais. Mon pire souvenir de 2020. Alors mon pire souvenir de 2020, c'est très con, mais il m'est arrivé quelque chose de très personnel. Très très personnel et c'était cet hiver, donc ça remonte quand même un peu au tout début de l'hiver quand il commençait à faire frais et je suis quelqu'un qui est encore très nostalgique de l'hiver typiquement parisien, c'est-à-dire quand vous voyez les toits de Paris avec un peu de neige, ça sent Noël, etc. Même si je suis musulman, je ne suis pas chrétien, donc techniquement je ne fête pas Noël, mais ça m'est déjà arrivé de mettre des arbres, des sapins, des ce que vous voulez, ce n'est pas la question. Mais c'est vrai que cette période hivernale, surtout pendant les fêtes, même si je ne suis pas concerné religieusement par ces fêtes-là, eh bien c'est vrai qu'elle dégage un petit mood. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont pouvoir reconnaître un peu cette magie de l'hiver. Et du coup, j'ai eu quelques jours un peu compliqués et j'ai une image qui me hante où j'ai eu un problème personnel, très très personnel, et du coup j'étais le seul à le savoir. Donc ni ma famille, ni mes amis, ni mon manager, ni personne n'était au courant de ça. Et du coup j'étais assis et je regardais en fait, j'avais cette vision que j'oublierai jamais, j'avais mes voitures, j'avais ma maison derrière, ma famille que je voyais dans les maisons, et je regardais comme ça, et je me disais mais en fait je suis un ouf, je peux perdre tout ça en fait. Et là je me suis regardé et je me suis dit mais tu vois, j'ai soufflé et au final c'est passé, tu vois. Et du coup, ça c'est un moment où c'était horrible, tu vois. Et c'est dans ces moments-là où tu te dis, mais en fait, tout ne tient qu'à un fil, c'est horrible. Alors, quelles sont mes inspirations personnelles? Je suis pas quelqu'un qui va m'inspirer des gens. Je suis quelqu'un qui va essayer de retenir un état d'esprit, un mood, une façon de faire, une façon de parler, une façon de réfléchir chez les autres, chez certaines personnes, parfois même chez mes ennemis, parce qu'il est important aussi de s'inspirer de ses ennemis pour mieux savoir comment lui résister, être neutre ou le combattre s'il y a besoin. Je pense pas que la fuite soit la meilleure option. Je pense pas que l'attaque non plus, parce que tu ne peux pas savoir ce que la personne
a sur toi au moment où tu l'attaques. Je suis plus une personne extrêmement prévoyante, c'est-à-dire que je vais vraiment au fil des années et au fil du temps apprendre vraiment sur les gens, c'est-à-dire les gens qui vont m'entourer peuvent malheureusement se retrouver à être mes ennemis de demain. Donc il faut toujours faire attention, qu'est-ce que tu dis, à quel moment tu le dis et surtout à qui tu vas le dire. Parfois, et je l'avoue, je suis du genre à balancer une fausse rumeur sur moi-même à mes amis et à voir à quel point cette rumeur va prendre de l'ampleur. Donc parfois, il ne se passe rien, mais parfois tu vas entendre d'autres personnes d'un autre groupe dire « Ah, Akram, il a fait ça, Akram, il a eu ça ». Et donc après, tu sais de qui c'est parti, parce que tu ne l'as dit qu'à cette personne-là. Et puis à ce moment, c'est pas joli comme procédé, mais c'est très bien. Et à ce moment-là, tu te dis « Bon, ok, maintenant je sais que cette personne-là ouvre sa bouche ». Et voilà, après c'est très dur. C'est très très dur de confier un secret à quelqu'un, c'est très très dur de faire confiance à quelqu'un parce qu'aujourd'hui malheureusement avec les réseaux, tout est tellement ouvert et les gens aiment tellement se montrer que malheureusement au final, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ça sera répété, amplifié, etc. Voilà. Alors celle-là m'a fait rire parce que le gars sur mon Insta m'a demandé, et très bien écrit, aurais-tu l'amabilité de me donner tes revenus mensuels? Alors la réponse est non, puisque pour certaines, alors c'est pas vis-à-vis de vous, les amis, sachez-le, j'ai aucun tabou avec l'argent. Je pourrais vous dire que je gagne 100 balles par mois, comme je pourrais vous dire je gagne 10-15 millions d'euros par mois en vous regardant dans la caméra, en vous disant voilà, en n'ayant aucun tabou. Mais c'est plutôt pour d'autres personnes, d'autres organismes, etc., que je préfère ne pas divulguer mes revenus mensuels. Voilà. Donc encore une fois, j'ai aucun tabou avec l'argent, j'ai aucune fourchette à vous donner, parce qu'il y a des gens qui attendent que ça, et c'est certains de mes abonnés, mais pas l'abonné de base, entre guillemets, comme vous, qui me kiffe ou qui me déteste, un autre genre. Donc je préfère fermer ma bouche et passer à une autre question. Voilà. Une très bonne question qu'on m'a posée, c'est qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? Waouh, cette question est dingue. Vous le savez aujourd'hui, avec le monde dans lequel on est, une carrière, une mémoire, une vie peuvent être brisées sur des rumeurs, des on-dit, un effet de chaîne, de la méchanceté ou simplement un complot. Ça existe vraiment. Vous avez jamais remarqué comme quoi, par exemple, chaque semaine, on entend parler d'un scandale, d'un nouveau scandale. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout va très vite. Et malheureusement, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, les gens préfèrent condamner avant de juger que se poser, juger et ensuite condamner s'il y a besoin de condamner. Quoi qu'il arrive, moi je suis tellement, encore une dernière fois, paranoïaque, qui depuis, je pense maintenant, plus de 10 ans, toutes mes conversations sont enregistrées. Alors je suis désolé si tu viens de l'apprendre et que tu en fais partie. Toutes mes conversations sont enregistrées. Il y a même des moments où je vais vraiment enregistrer vocalement les gens. Pour alors le respect évidemment de la vie privée des gens. Je me suis jamais autorisé à filmer à leur insu ou à mettre une caméra dans ma voiture ou chez moi ou quoi que ce soit. Ça, il en est absolument hors de question parce que ça pourrait se retourner contre moi au cas où même j'étais attaqué. Par contre, j'ai toujours fait en sorte, comme vous, certains d'entre vous ou certaines d'entre vous qui prenez des captures quand vous parlez avec vos amis ou quand une meuf va parler à un mec ou quoi que ce soit. Moi, je suis le genre de personne qui a vraiment capturé avant même de t'avoir parlé. Tu vois ce que je veux dire? On ne sait jamais ce que l'avenir peut nous réserver. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de mood où les gens adorent les scandales, adorent les dramas, et en vrai, le gars qui est au milieu de tout ça s'en fout complètement. Tout ce qu'il veut, c'est de voir les gens s'excuser, se justifier ou simplement sombrer. Alors c'est vrai, il y a des gens qui sont châtiés à juste titre. Combien de fois cette année ou l'année dernière, des gens qu'on pouvait kiffer, des gens qu'on voyait à la télé, des gens qu'on entendait à la radio, des gens qu'on voyait sur YouTube, et simplement on sombrait en fait, tu vois, parce qu'il y a eu un scandale, un tel a fait ça, un tel a fait ci, tu vois.
Et généralement, les gens ont tellement peur de perdre leur communauté et leur vie qu'ils restent murés dans leur silence. Il y a sûrement dû avoir des moments où, pour une raison ou une autre, pour du buzz, pour de l'argent, pour simplement une petite rancœur, une petite vengeance personnelle, eh ben, tu as des gens qui se sont retrouvés mêlés à des histoires de malades sans même pouvoir se justifier. Et ce truc-là, quand tu le regardes de loin, tu fais « ouais, non », tu vois. Et donc, du coup, moi, je suis partisan de vraiment, je suis désolé, de vivre comme quelqu'un de paranoïaque. C'est-à-dire que je sais ce que je dis, à qui je le dis, et au moment où je le dis et pourquoi je le dis. Encore une fois, ça m'est arrivé de dire des choses à des gens et de vraiment noter à l'heure précise sur un papier que j'ai gardé, dans des cahiers ou dans des trucs que j'ai encore aujourd'hui, alors que je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans ou plus que ça. Pour que si un jour on me ressorte quelque chose, je dis non, 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 tiens, regarde, ce jour-là j'ai dit ça, ferme-la, tu vois. C'est comme ça, on est dans un monde où il faut se protéger, etc. Parce que on est entouré de personnes en fait qui veulent simplement exister et qui veulent simplement essayer de nuire, où il y a des gens méchants, etc. Mais rassurez-vous, je n'utiliserai jamais ces archives à mauvais escient, je les sortirai que si un jour je suis attaqué, tout simplement. Donc du coup, moi je suis incapable de répondre à cette question, qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, puisque aujourd'hui je suis incapable de vous dire, est-ce que je pourrais durer encore longtemps, est-ce qu'un jour je vais pas, je sais pas ce qui peut m'arriver, tu vois. Et donc du coup, je peux pas aujourd'hui vous dire, moi j'aimerais bien qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui vous faisait rire, ou qui vous a présenté des voitures, ou qui vous a énervé, ou qui vous a fait chialer, ou quoi que ce soit. Je peux pas vous dire ça, puisque même moi je sais pas où je serai dans 10 minutes. Si ça se trouve, je vais crever, et puis après c'est à vous de savoir, et c'est à vous de ressentir ce que je vous ai fait, ce que je vous ai dégagé en fait pendant toutes ces années. C'est à vous de garder ce souvenir en vous, et ça sera à vous le jour où moi je me retirerai, à ce que vous perpétuez entre guillemets ma mémoire, avec votre façon de penser. Il y a des gens qui, quand je vais crever, ils diront putain, enfin il est mort. Comme il y a des gens qui vont vraiment sentir un membre de leur famille qui va partir, quoi. Ça m'est déjà arrivé de pleurer pour un de mes abonnés, Gauthier, qui est mort en moto, alors que le gars, je l'avais vu une fois dans ma vie, pendant un tournage qui a duré 45 minutes, quoi. Et par message, il m'avait envoyé « Merci, c'était cool tonton, à bientôt ». Et le gars partait dans le sud pour y vivre, pour se marier, etc. Le gars s'est tué en moto, et je me suis retrouvé chez moi dans ma cour en plein hiver à chialer, quoi. Alors que le gars, je le connaissais pas. Et donc, comment vous dire, quoi, tu vois, c'est comme ça. On peut pas savoir comment on a impacté les gens, tout simplement. Ma pire honte maintenant. Alors, ma pire honte, de mémoire, je me suis senti très honteux quand on était au collège et que mon ancien meilleur ami, lui, c'était entre guillemets le dealer du collège, et, et ça allait jamais très loin. C'était un peu de chichon, quoi. Et du coup, en fait, comme son daron était vraiment sur ses côtes et qui fouillait son sac tout le temps, etc. Eh bien, moi, en fait, il me donnait sa conso et je la gardais chez moi, tu vois. Et un jour, pendant l'heure du déjeuner, le surveillant général, qui s'appelait Monsieur El Hassani, j'ai vu Monsieur El Hassani d'ailleurs sortir un jour avec une batte et tabasser des gens qui tabassaient un élève devant. Salut El Hassani, on est tous très contents d'avoir eu ce moment. Mais c'est un homme. Et un jour, El Hassani, il est devenu dingue. Il a fait une perquise dans tous les sacs pendant que il a fait une fouille des cellules, frérot. Et dessus, il a trouvé, dans mon sac, la conso de mon poteau et la conso de 2-3 autres poteaux que mon poteau devait fournir, tu vois. Et du coup, je suis passé vraiment moi-même pour le dealer du collège, ce qui était absolument faux, tu vois. Et en fait, c'était un vendredi soir, et donc on sortait, c'était la veille de week-end évidemment, et donc El Hassani m'attrape, et il me dit « Écoute Akram, tu m'as beaucoup déçu, je pensais jamais ça de toi, je vais appeler ta mère ce week-end pour tout lui raconter. » Comment l'IA Comment l'IA Ma mère aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ose même pas la regarder dans les yeux. Donc quelque part, qui l'appelle pour lui dire écoute, on a retrouvé du chichon dans le sac de ton fiston et il y en a beaucoup trop pour que ça soit sa conso perso. Là, j'aurais passé un mauvais moment et j'ai eu très 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 honte de moi tout ce week-end-là. Et je vous cache pas, alors c'est très grave, mais je vous cache pas qu'à un moment donné, j'étais sur mon balcon et j'avais tellement peur que le lendemain, El Hassani appelle ma mère, que j'ai failli me jeter du balcon. Alors j'habitais au premier. Je me suis dit, je vais simuler que je suis tombé de la fenêtre pour aller à l'hosto, et que ma mère, si jamais il y a un truc,
qu'elle se dise en fait le gamin il est à l'hosto, donc viens on oublie le chichon, tu vois. Dieu merci je l'ai pas fait, la Sani n'a jamais appelé, et lundi il m'a dit écoute, je t'ai fait peur pour te laisser réfléchir, mais t'es con ou quoi, j'ai failli me péter les deux jambes. Et au final, il a eu raison, puisqu'au final, plus jamais, mec. L'autre, il prenait son chichon, et puis laissez-moi avec ses conneries, tu vois. Je me suis aussi senti super honteux cette année, parce qu'en fait, j'ai fait un placement de produit qui s'est révélé être mensonger, malgré tout ce que moi, on me fournissait comme preuve, et on me calmait, on me brossait dans le sens du poil en me disant, mais ça marche, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Donc il y a eu une grosse négligence de ma part, de gens aussi qui étaient un peu chargés de s'occuper de ça. Et il y a une grosse erreur de jugement, et au final, quand on a découvert que le placement, en fait, le produit que je mettais en avant ne marchait pas, là je me suis senti très con. Je me suis senti très con parce que je sais que certains de ma communauté ont été un peu déçus. Alors les gens évidemment ne sont pas bêtes, ils savent très bien que je vais pas me lancer dans un truc comme ça sciemment, c'est-à-dire je vais pas vous vendre de la merde en me disant c'est bon, je vais les niquer, etc. Ils le savent. Alors il y en a certains qui ça fait un plaisir fou parce qu'ils attendaient que le faux pas. Bon cool, le faux pas est arrivé, tout va bien. Donc ouais, je me suis senti pas très bien à ce moment-là parce que je me suis dit au final, je passe pour ce que je ne suis vraiment pas. Et alors la majorité, hein, évidemment, ça c'est normal, les gens ont compris, ils ont dit bon c'est pas grave, tonton t'as fait une connerie, on passe à autre chose. Mais il y en a vraiment qui se sont sentis vraiment mal, tu vois. Et je peux le comprendre. Et donc encore une fois, je vous renouvelle mes excuses, et ça m'a bien appris, et du coup maintenant ce genre de conneries n'arrivera évidemment plus. Est-ce qu'un jour j'aurai une Tesla? Alors c'est bizarre que vous me parliez de ça. Parce que ma commu sur Snap est au courant d'un truc. Je ne l'ai pas encore dit sur YouTube et j'en ai jamais vraiment parlé. Et donc à voir. Si ça se trouve oui, si ça se trouve non. On verra bien dans les prochaines semaines. Donc va falloir attendre encore un tout petit peu. On me demande si je vais apprendre l'arabe à mes enfants. La réponse est oui. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, je suis syrien, donc de mes deux parents. J'ai toujours vécu en France et je pense que apprendre sa langue, donc à sa descendance, c'est quelque chose de très important, puisque l'arabe est une langue qui est extrêmement riche. Et il ne s'agit pas de dire Wallah toute la journée, si tu m'as compris, mais il s'agit aussi de savoir pourquoi on le dit. Et surtout de transmettre certaines valeurs qui se trouvent dans la langue arabe à mes enfants. Et je pense que c'est quelque chose de très 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 important. Maintenant, ça sera aussi évidemment leur choix. Moi, ce choix-là m'a toujours été donné, que ça soit le choix de la religion, que ça soit le choix de la langue, que ça soit voilà. Mais c'est évident que quand tu entends tes parents ou ta maman, puisque j'ai perdu mon père quand j'avais 6 ans, parler en arabe, à un moment donné, tu parles arabe aussi. Donc voilà, tout simplement. Donc ouais, la réponse est oui. Il y en a un qui me demande, que penses-tu du ancien Akram que tu étais? Alors ça va être une question un peu longue à répondre, mais je pense que ce par quoi je suis passé était nécessaire. Je pense que j'ai été lâché, entre guillemets, dans la nature, avec un budget colossal, financièrement parlant, avec une liberté de faire absolument tout ce que je voulais, avec un appartement à ma disposition qui faisait 750 mètres carrés, c'est pas des blagues. Et je pense que, et c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais malgré toutes les tentations mauvaises et tout le genre de trucs dans lequel j'aurais pu tomber, je ne l'ai pas fait. Donc, l'ancien Akram existe. Il était nécessaire de passer par là pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Je ne suis absolument pas accompli encore aujourd'hui, mais je me préfère maintenant plutôt qu'il y a 10 ans, 15 ans en arrière, puisque je pense que je me suis comporté comme un ado qui avait tout ça à sa disposition, mais quand même, à ma décharge, j'ai su garder la tête froide bien des fois. La vitesse maximum que j'ai eue sur route ouverte, alors je dirais pas où c'est, ça pourrait très bien être en Allemagne. Il n'existe aucune preuve de ce score-là, mais il va falloir me faire confiance. J'ai pris 347 km/h avec la Bugatti Veyron le lendemain où je l'ai eu. Alors j'aurais très bien pu partir en Allemagne le lendemain.
Tu n'étais pas là, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas savoir. Voilà, ça a été un moment que j'ai vécu tout seul, sans caméra, sans rien. Donc tu trouveras rien dans les disques durs, ça sert à rien. J'ai vécu ce moment-là assez bizarrement parce que j'ai eu peur, parce que j'étais très excité, parce que je voulais savoir ce que la voiture avait dans le ventre. Je l'ai vite compris, parce que j'avais simplement envie d'essayer de le faire une seule fois. Voilà. Mes abonnés connaissent et il en existe une vidéo. Le jour où j'avais pris 299 et j'ai jamais pu aller plus de ça, avec une Porsche 996 Turbo, avec mon ex qui changeait de soutien-gorge au moment où j'étais en train de faire la pointe. Et il y avait quelqu'un qui était assis derrière nous qui filmait en même temps ce moment-là. Donc c'est les deux gros records que j'ai fait. Alors évidemment, c'était toujours de nuit, très tard, etc. Mais j'ai été très bête de faire ça la première fois avec mon ex et mon pote, puisque à cette vitesse-là, si tu perds le contrôle, si tu as un pneu qui éclate ou s'il peut se passer 1 milliard de trucs, j'aurais pu mettre la vie des occupants en danger. Et c'est pas mon genre de faire ça. Par contre, tout seul, m'envoyer au tas, c'est mon problème, ça regarde que moi. Du moment que je ne mets pas ma vie la vie des gens avec moi et d'autres utilisateurs qui arrivent en face en danger. Donc voilà, j'ai plus refait ce genre de truc. Pour moi, ce sont des conneries que je referai plus. Après, c'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps d'avoir le pied très lourd, mais généralement, c'est quand je suis déjà tout seul tout le temps et qu'il est très tard et que je suis vraiment tout seul et que si je me cartonne, je sais qu'il n'y aura personne autour de moi à part le tunnel. Et voilà, c'est à peu près ça, quoi. On arrive maintenant à la dernière question, les amis, qui n'est pas des moindres. Qu'est-ce que je ferais quand j'arrêterai YouTube? Alors, encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que j'arrêterai. Il y a bien un moment donné où je vais arrêter, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que vous allez me faire arrêter? Est-ce que quelqu'un d'autre va vouloir me faire arrêter? Ou est-ce que c'est moi qui un jour va dire « Stop, j'en ai assez, c'est cool », prendre une espèce de retraite. Et on ne sait pas ce que le monde nous réserve. Qu'est-ce que je ferai après YouTube? Je pense que je sais pas. Je pense que je m'achèterai... je sais pas ce que je sais pas ce que je ferais. Je sais pas. J'ai aucune idée parce que YouTube, parce que les réseaux, ça fait partie de ma vie intégrante. Mais en fait, je vis comme j'ai envie de vivre, sauf que je documente ma vie. Donc je pense que je vivrai comme je vis maintenant, sauf que j'aurai plus à filmer tout le temps et à prendre des photos tout le temps et à lire les commentaires tout le temps et à supprimer les commentaires méchants tout le temps et à répondre à des questions de malades tout le temps. Voilà, je pense que je ferai comme ça, je ferai comme je fais maintenant, sauf que je le documenterai pas en fait. Voilà, mais je vous rassure, c'est pas pour tout de suite. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, la famille. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Presque 700 000, ça fait vraiment plaisir. Puis voilà, je vous embrasse. Et puis si vous avez envie d'une autre partie de FAQ, ça se passera sur mon Insta et ça sera pour bientôt. Ciao.